Bien, nous reprenons. La théorie néoplatonicienne des trois états de l'universel. Voilà ce dont nous repartons aujourd'hui. La théorie néoplatonicienne des trois états de l'universel, telle que l'expose Ammonius, distingue, on l'a vu les semaines précédentes, trois états de l'universel. Alors, ça n'est pas très lisible, mais ça n'est pas grave. Quand je dis qu'elle les distingue, je le prouve, n'est-ce pas? Alors, bon, en tout cas, elle distingue donc l'état dit avant le multiple, protone, polone, les modèles ou paradigmes, les genres et les espèces qui subsistent dans l'intellect démiurgique. C'est ce qu'on pourrait appeler un état platonicien. Alors, je n'ai pas encore mis la planche au tableau, si j'ose dire. Je ne sais pas ce que non. Donc un état platonicien, l'universel antérieur au multiple, avant le multiple, protone, polone. Ensuite, un état qui est platonicien, mais aristotélico-compatible, qui est l'universel dans le multiple, entois polois, qui est le fruit d'une assimilation donc entre la forme participée platonicienne et la forme immanente au sensible aristotélicienne. Et enfin, on a l'universel après le multiple, epitois polois, l'état aristotélicien des concepts abstraits, postérieurs dans l'ordre de l'être, engendrés en dernier, n'est-ce pas? L'expression grecque usthérogenes, dernier né, qualificatif dont je vous avais rappelé la semaine dernière qu'il était suscité par un passage du De Anima. L'animal pris universellement ou bien n'est rien, ou bien est postérieur, est ustérone, ayant fait l'objet d'un traitement autonome et approfondi dans divers complexes questions-réponses au cours des siècles, et notamment et d'abord dans la théorie dite de l'abstraction d'Alexandre d'Aphrodise. La distinction d'Ammonius, donc entre universel avant le multiple, dans le multiple et après le multiple, se retrouve dans la tradition byzantine. Elle se retrouve dans le péripatétisme arabe, notamment dans la logique et dans la métaphysique du Shifa, du Kitab al-Shifa, du livre de la guérison d'Avicenne. Et de là, elle se retrouve chez les scolastiques latins à l'âge des universités, XIIIe siècle donc, et ensuite, sous la forme ante rem, in re, post rem. Ammonius voyait, alors maintenant commentons un peu tout ça, Ammonius donc d'Alexandrie voyait dans cette distinction qu'il avance, lui, protone polone, entois polois, epitois polois, avant le multiple, dans le multiple, après le multiple, il y voyait la doctrine personnelle de Porphyre, doctrine non exposée évidemment dans l'univers des catégories, puisque cela dépasserait le scopos des catégories traitées de logique. Les chrétiens emboîtent plus ou moins le pas à Ammonius sur ce point, et comme je le soulignais la semaine dernière, en effet, on n'a pas eu à attendre le Moyen-Âge central, comme on dit aujourd'hui, autrement dit le XIIIe siècle latin, l'âge des universités, pour assister à la christianisation du modèle d'Ammonius. Celle-ci était acquise quasi instantanément chez les chrétiens syriaques, comme en témoigne le commentaire évoqué la semaine passée de Sergius de Rechaïna, mort en 536. Quant aux philosophes chrétiens d'Alexandrie, une fois l'école ralliée au christianisme en 529, avec Philopon, Jean Philoponos et ses successeurs, eh bien, ils font tout bonnement entrer la distinction des trois états de l'universel, qui est d'Ammonius,
dans le questionnaire de Porphyre, en l'occurrence dans la troisième question. Un feedback de plus, qui évoque irrésistiblement le mythe de la prolepsis. Selon Skinner, j'avais évoqué ce mythe dans ma leçon inaugurale en y voyant un des problèmes qu'a affronté l'historien de la philosophie et l'historien des idées, à savoir ne pas confondre ce qui serait le mythe, la dimension mythique que Skinner appelle la prolepse ou prolepsis, ne pas confondre la signification ou la portée acquise par une œuvre au cours de l'histoire avec le sens qu'elle pouvait avoir pour son auteur. Donc ici, effectivement, quand on fait entrer dans la troisième question de Porphyre la distinction d'Ammonius, qui est postérieure, entre les trois états de l'universel, et qu'on en fait un élément du questionnaire de Porphyre, là, on est au comble je dirais, du réinvestissement disons, mythologique, du réinvestissement de l'original par sa copie, si on peut dire. Essayons de montrer ça. La troisième question de Porphyre, et on peut revenir maintenant au tableau, la troisième question de Porphyre demandait si les genres et les espèces, alors une fois qu'on avait répondu évidemment à la première question, sont-ils existants, et à la deuxième, sont-ils corporels ou incorporels, alors, on a répondu oui, ils existent, deux, ce sont des incorporels, arrive la troisième question, sont-ils ces incorporels séparés ou dans les sensibles et existants et ou subsistants, on ne sait pas encore trop comment on doit traduire, en rapport avec eux. Sous la plume, sous le calame des néoplatoniciens, les trois expressions qui figurent dans le questionnaire authentique de Porphyre, à savoir séparés dans les sensibles, existants en rapport avec eux, les trois expressions qui figurent dans le questionnaire de Porphyre sont autant de points d'accrochage pour introduire dans le questionnaire la distinction d'Ammonius, à laquelle évidemment la réponse ne peut être que symphonique, il faut s'accorder, il faut dire oui, 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 aux questions qu'on va poser maintenant, à laquelle la réponse ne peut être que symphonique, puisqu'il s'agit de proclamer l'accord des deux grandes philosophies, la platonicienne et l'aristotélicienne. Les trois pistes ouvertes, considérer chacune de ces expressions comme un point d'accrochage, c'est évidemment destiné, les trois pistes ne sont ouvertes, évidemment, que pour être suivies, et suivies jusqu'au bout. Alors, sont-ils séparés, demandait Porphyre, chorista, ça devient, sont-ils antérieurs aux multiples? Entois aistetois, disait Porphyre, sont-ils dans les sensibles? Ça devient, sont-ils dans le multiple? Et puis, évidemment, peritota ufestota, existant ou subsistant en rapport avec eux, avec ceux dont on est sensible, eh bien, ça devient, sont-ils epi tois polois, sont-ils après le multiple? Alors, c'est ce genre de reformulation du questionnaire original dans un questionnaire qui est directement emprunté à la théorie ammonienne des trois états de l'universel, on met dans Porphyre ce qui n'y est pas, eh bien, c'est attesté dans beaucoup de textes. Un exemple, le célèbre David l'Invincible, ou David l'Arménien, élève d'Olympiodore. Alors je dis le célèbre, il peut être célèbre, effectivement,
puisqu'ils s'y sont mis à 6 ou 7 pour être David. C'est pas David et Goliath, là, c'est David l'invincible. Enfin, les arménologues et les spécialistes de la philosophie, de la théologie arménienne, comptent 6 voire 7 David arménophones, recensés entre le 6e et le 8e siècle. Donc ça fait beaucoup de David, ce qui fait que parfois quand vous lisez des choses, vous voyez pseudo-David, qui est un pseudo-Élias, enfin bon, c'est assez terrifiant. Heureusement, le nôtre, si je puis dire, c'est le David qui est censé avoir été au VIe siècle l'élève d'Olympiodore à Alexandrie et qui attribue clairement à Porphyre, la distinction tripartite. Et c'est facile, n'est-ce pas? Ça consiste à dire, à travers ceci, il entendait cela. Bon, on l'entend pour lui, mais bon. À travers l'expression séparée, il a entendu ce qui est antérieur à la multiplicité. En effet, ces réalités sont qualifiées de séparées car elles ne se trouvent pas dans la matière. À travers l'expression dans les réalités sensibles, il a désigné ce qui est dans la multiplicité. En effet, les réalités qui se trouvent dans la matière sont sensibles. Enfin, à travers l'expression ce qui existe en rapport avec ces réalités, il a entendu ce qui est postérieur à la multiplicité. En effet, ce qui existe en rapport avec ces réalités, nous affirmons qu'il s'agit là de notre pensée, dont nous disons qu'elle est postérieure à la multiplicité. Alors vous voyez la distinction d'Ammonius, que vous retrouvez dans Porphyre, là, vue et lue par David l'Invincible, la distinction d'Ammonius est une sorte de matrice, d'où procèdent plusieurs modélisations importantes pour l'histoire des universaux. 3 exemples d'époques diverses. Dans son commentaire sur l'éthique à Nicomaque, traduit en latin par Robert de Lincoln, plus connu, il est vrai que ça paraît prometteur, sous le nom de Robert Grossetête. Robert de Lincoln, donc, traducteur du commentaire sur l'éthique à Nicomaque du philosophe dont je vais parler maintenant, mais aussi de l'éthique à Nicomaque, en 1248, c'est traduit en latin en 1248, et bien dans ce commentaire sur l'éthique à Nicomaque, le byzantin, donc il s'agit d'un byzantin, Eustrate de Nicée, donc qui est mort vers 1120-1130, expose la distinction. Alors vous imaginez ce qui arrive à ces malheureux latins quand ils tombent sur des textes traduits tout à coup en 1248, où littéralement ils prennent sur j'allais dire la figure, c'est un peu familier, mais un nombre de distinctions, de thèses, etc., dont ils ne peuvent pas avoir l'idée très nette et très claire, puisque une partie de ce qui se trouve là en sous-main n'est pas traduit, ne sera pas traduit. Et donc, vous voyez, on est un peu à l'aveugle, là. Alors, là, le byzantin Eustrate de Nicée, lui, il a accès à tous les textes grecs, en grec, il parle grec. Donc, il expose la distinction en combinant théorie des universaux et théorie des tout et partie, à savoir ce qu'on appelle aujourd'hui la méréologie, la théorie des tout et des parties. Il articule donc universaux et tout à travers le double prisme de Proclus et de ses éléments de théologie qui ne sont pas traduits à l'époque, ils le seront 20 ans après, et de la théorie d'Alexandre d'Aphrodise sur les tout homéomères et les tout anoméomères, telle qu'elle est exposée par exemple dans le problème 28. Bon, vous êtes là, vous avez tout à coup le commentaire de Strate de Nicée, et bon, c'était simple, on disait il y a l'universel avant le multiple, dans le multiple, l'inré, postrem, et puis tout à coup vous lisez
cela. Alors ils qui? Les platoniciens, les philosophes platoniciens. Alors les philosophes platoniciens, c'est évidemment ceux que nous appelons, nous, les néo-platoniciens du VIe siècle, et d'avant, que Eustrate, lui, qui vit quelques siècles après, hein, et qui d'une certaine façon est aussi loin d'eux que nous de Kant, résume de la manière suivante. Ils disent que le tout se dit de trois manières. Donc vous voyez, ça commence par une théorie des tout. Il y a trois significations de tout. Le tout se dit de trois manières. Avant les parties, à partir des parties, dans les parties. Sont dit être un tout antérieur aux parties. Les formes existant de manière absolument simple et immatérielle, car chacune d'elles subsiste avant les multiples. Vous voyez, s'articuler une théorie des tout avec une théorie des universaux. Pour qualifier la même entité, les formes platoniciennes, autrement dit les idées. Les idées peuvent être appelées des tout antérieurs aux parties, comme elles peuvent être aussi bien dites des universels avant le multiple, antérieurs au multiple. Sont dites être un tout constitué de parties, les réalités composées et divisées en plusieurs parties. Alors, ça n'est évidemment pas le cas des formes platoniciennes, puisqu'on a dit qu'elles étaient absolument simples et immatérielles. Alors, ça va être autre chose. Sont dites être un tout constitué de parties, les réalités composées et divisées en plusieurs parties. Ça se complique. Effectivement, elles sont homéomères, ces réalités composées de plusieurs parties, ou pas, c'est-à-dire anhoméomères. Être homéomère, c'est être constitué de parties semblables, homéomères. Parties mères, homéo, semblables, identiques. Par exemple, une pierre, vous cassez des cailloux, occupation plutôt punitive, mais enfin bon, vous obtenez des cailloux plus petits. La pierre se divise en pierres. Le tout existant en chaque partie en laquelle il est divisible. C'est ça qu'il faut bien saisir. Vous cassez un caillou en deux morceaux de caillou. Eh bien, le tout qu'est caillou est intégralement là dans les deux parties. Si on dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je veux dire, c'est du caillou. Couper du caillou, ça donne du caillou. Le tout existe en chaque partie, en laquelle il est divisible. Mais il existe comme tout. Bon, alors, chacune de ces parties de cailloux, qu'on appelle du caillou, des cailloux, reçoit et le nom et la notion du tout. C'est peut-être plus simple avec pierre, mais c'est quoi ça? C'était une pierre, on la casse en deux. C'est quoi ces deux morceaux? C'est de la pierre. Non, définition. Donc, pierre est bien là, dans les deux. Alors, il y a aussi les tout anhoméomères, qui sont constitués de parties dissemblables. Exemple, moi, vous, l'homme, l'humain, constitué de mains, de pieds et d'une tête, car aucune des parties de l'homme n'est semblable au tout, puisqu'aucune ne reçoit le nom et la notion du tout. Je ne veux pas dire que... il y aurait des choses extraordinaires à dire là-dessus, mais enfin bon, suffisamment clair pour que je ne m'étende pas. Sont dits dans les parties, en revanche, les intelligibles, qui sont dits de plusieurs et postérieurs dans l'ordre de la génération. Donc vous voyez, cette théorie qui est introduite en latin sous le titre de théorie de universali et toto, dit la traduction latine d'Eustrate de Nicée. Cette théorie de universali et toto, formulée Circa Platonem au sujet de Platon,
et qui reprend les thèses des platonici, eh bien, distingue trois sortes de tout et pose l'équivalence, par exemple, de l'universel in partibus, dans les parties, et de l'intelligible logique prédiqué de plusieurs, selon la formule d'Aristote et de Porphyre, et postérieure dans l'ordre de l'être. C'est intéressant de noter ça, l'équivalence de l'universel in partibus, dans les parties, et de l'universel dit postérieur dans l'ordre de la génération. J'y reviendrai, mais aujourd'hui, je voulais juste vous montrer l'articulation de deux schémas. Maintenant, Avicenne. Avicenne reprend la matrice ammonienne, le modèle d'Ammonius. La logique d'Avicenne, elle est traduite en latin dans la seconde moitié du XIIe siècle, et si vous voulez la lire, eh bien, vous voyez, c'est simple. Venise, 1508. Ça prouve qu'on bosse fort, qu'on travaille beaucoup, parce qu'on attend toujours quand même une édition. Bon, bref. Alors, la logique d'Avicenne traduite en latin dans la seconde moitié du XIIe siècle, Logica. Bon, Avicenne présente cette distinction en opposant, enfin en distinguant, excusez-moi, et opposant d'une certaine façon, les universaux, alors c'est la traduction latine, ante multiplicitatem, ou, dit-il, dans le latin de son traducteur, intellectualia. Les intellectualia sont les universaux, alors qu'il ne faut pas traduire par intellectuel, n'est-ce pas? Mais bon, en fait, là aussi, il y aurait tellement de choses à dire sur le rapport entre intellectuel et intelligible dans la théorie ancienne de l'intelligible. Puisque l'intelligible en acte, c'est toujours de l'intelligent en acte, si vous êtes aristotélicien. Et donc, bon, mais laissons tomber. Ici, les intellectualia, c'est les intelligibles, entendez les formes séparées, les êtres de la théologie. Alors que in multiplicitate, c'est les naturalia, donc les universaux physiques, si vous voulez, et postquam fuerint in multiplicitatem, après qu'ils ont été dans la multiplicité. C'est-à-dire qu'on a l'idée véritablement d'un trajet de l'universel qui descend. N'oubliez pas que Avicenne est un philosophe émanatiste. Donc il y a une émanation, et ce qui dit sortie dit en retour d'une certaine façon, et effectivement ce qui s'est pluralisé, ce qui s'est multiplié dans ce bas monde, va recouvrer une forme d'unité dans la pensée humaine. Il y a une restauration de l'un perdu dans le multiple sur un mode mineur, parce que jamais, effectivement, peut-on y penser, le type d'unité recouvrée dans la pensée humaine ne sera à la hauteur de l'unité préexistante dans les paradigmes dits intellectualia. Bon, tout ça, regardez de plus près évidemment. Albert le Grand, enfin, troisième exemple, impose aux scolastiques cette distinction sous la forme que maintenant tout le monde connaît, anterem, avant la chose, in re, dans la chose, post rem, après la chose, indéfiniment reprise depuis lors. Les avantages du modèle d'Ammonius expliquent la fortune de cette matrice, avant le multiple, dans le multiple, après le multiple. Mais cette fortune est paradoxale quand même. Le modèle d'Ammonius permet de répondre au problème des universaux qui est issu du feedback textuel dont on parle depuis 2 séances, du périherménéia sur les catégories et des catégories sur l'isagogé. Si vous cherchez à tout prix la concorde entre Aristote et Platon, ce modèle est bien utile. C'est le cas dans une école néo-platonicienne, puisque la concorde, autrement dit l'exégèse dite concordiste ou symphonique, s'impose du seul fait que les petits mystères
aristotéliciens, autrement dit les œuvres d'Aristote, de logique et de philosophie naturelle, conduisent et ont pour fonction de conduire au grand mystère platonicien, c'est-à-dire l'exégèse et la contemplation des dialogues de Platon, qui sont eux-mêmes hiérarchisés, vous savez, on monte dans l'œuvre de Platon. Donc ce modèle ammonien n'a pas les mêmes vertus sédatives, évidemment, iréniques, si l'on ne connaît de Platon qu'un fragment du Timée et d'Aristote, pendant plusieurs siècles, que deux traités de l'Organon. Ce qui, ne l'oubliez pas, était le cas des latins pendant longtemps. Jusqu'à la fin du XIIe, en gros, on ne connaît d'Aristote que les deux premiers traités de l'Organon. Ce n'est qu'ensuite qu'arrive le reste de l'Organon et puis le reste d'Aristote. Quant à Platon, c'est l'absent de l'histoire, puisqu'on ne connaît de lui qu'un fragment du Timée. Il y a bien deux traductions du Ménon et du Phédon faites en Sicile par Henri Aristippe, mais elles n'ont pas circulé au Moyen-Âge. Donc Platon, il faut attendre. Alors, réconcilier Platon et Aristote quand vous n'avez qu'un bout du Timée et deux morceaux d'Aristote, ça n'est pas l'objectif prioritaire. Et disons que le modèle d'Ammonius permettait de résoudre un certain conflit, une guerre des écoles ouverte depuis longtemps dans le monde hellénophone, et même une guerre des chefs. Sa diffusion tardive dans le monde latin, d'abord à travers Avicenne, a changé en partie le destin du questionnaire de Porphyre. Elle a provoqué l'apparition de nouveaux complexes de questions et de réponses. Cette entrée du dispositif d'Ammonius via Avicenne, philosophe musulman émanatiste, l'apparition de nouveaux complexes de questions et de réponses, noétiques, c'est-à-dire relatifs à la théorie de l'intellect, et émanatistes, notamment chez Albert le Grand, et dans une partie de la tradition scolastique qu'on a appelée la Via Antiqua, la voie ancienne. C'est au XVe siècle qu'on oppose Via Antiqua et Via Moderna, n'est-ce pas ? Et ça recouvre plus ou moins l'opposition des réalistes et des nominalistes, mais bon, celle-ci est une autre histoire. Le recouvrement du questionnaire porphyrien par le problème des universaux avec son appareil conceptuel hérité du Périherménéas, autrement dit le triangle mot-concept-chose sous ses formes successives, ce recouvrement n'a pas produit d'effet uniforme ou stérilisant, ni pour le problème lui-même, ni pour le questionnaire. Je veux dire par là que les complexes de questions et de réponses se sont multipliés, véritablement, il y a une explosion, au-delà du stock de questions accumulées par le concordisme néo-platonicien. Pendant des siècles, on a voulu lire Porphyre pour en faire un puissant instrument de synthèse entre Platon et Aristote, mais à dire vrai, chaque question du questionnaire pouvait, on vient de le voir avec la troisième question, fonctionner comme une espèce de centre attracteur. On pouvait en redonner une lecture, et on n'a pas manqué de le faire, une lecture nouvelle, à des degrés divers, sous des formes diverses et à des périodes diverses. Les Byzantins ont mis beaucoup l'accent sur la troisième question, puisque vous voyez, on pouvait trouver les trois états de l'universel dans le texte de Porphyre. Donc on faisait poser à Porphyre une question dont on avait déjà la réponse. Une réponse symphonique. Dans cette troisième question, on retrouvait toute la philosophie, d'une certaine manière. La théologie, la physique et la logique. On retrouvait l'Odyssée, si on peut dire, de l'intelligible. Les latins, durant un bon bout de temps, ont mis, eux, plutôt l'accent sur la première question. Et ce n'est pas que
comme le suggérait le texte de Victor Cousin évoqué la semaine dernière, les 3 questions de Porphyre étaient partout et toujours réduites à la première. Vous vous rappelez que c'est ce que disait Cousin. Oh, il y a 3 questions, mais au fond, on peut évoquer la première, à laquelle les 2 autres se réduisent. Ça n'est pas donc... les 3 questions de Porphyre étaient partout et toujours réduites à la première pour orchestrer le débat Aristote-Platon, élevé au rang d'archi-problème unique de la philosophie. Non, et je dirais, c'est intéressant pour nous, puisque l'archéologie doit nous permettre de voir comment reviennent dans le jeu des thèses qui en paraissaient non seulement totalement absentes, mais également absolument indisponibles. Eh bien, l'intérêt porté à la première question a été au contraire l'occasion de réintroduire dans le jeu le tiers manquant, jusqu'ici, dans mon récit, le 3e parti philosophique, contre lequel les néoplatoniciens, comme David l'Invincible et d'autres, avaient mobilisé leur exégèse concordiste Aristote-Platon. Et quel est ce 3e parti ? Vous l'imaginez assez facilement, c'est les stoïciens. Le retour du stoïcisme dans la partie s'est déroulé grâce à l'investissement de la première question de Porphyre, par un élément essentiel, et je serais tenté de dire par le personnage théorique principal du premier chapitre du Péri-Herménéas. L'élément essentiel, qu'est-ce qui fait ce bruit ? L'élément essentiel est la théorie stoïcienne de la fiction, et le personnage principal, c'est le Bouxer d'Aristote. Le questionnaire de Porphyre a survécu à la perte d'informations latines sur le sens originel de sa première et de sa deuxième question. Son étrangeté croissante à mesure que l'on perdait un contact vivant avec les notions d'incorporel, d'épinoïa, de psilé-épinoïa, eh bien cette étrangeté croissante n'a pas empêché la transmission latérale, oblique, indirecte de ces notions que je viens de mentionner, incorporel, épinoïa, psilé-épinoïa, transmission latérale, oblique, indirecte, en leur conférant par enrichissement et déformation successive une valeur philosophique ajoutée, une valeur philosophique nouvelle. La perte d'information favorise les audaces exégétiques, les innovations, qu'un historien peut voir aujourd'hui comme autant de contresens, mais de contresens créateurs. Je vous rappelle le texte de Pierre Hadot sur la valeur du contresens en histoire de la philosophie. Chaque génération arrive à faire demander au questionnaire de Porphyre ce qu'il ne demande pas. Elle arrive à faire de lui le support ou le vecteur de questions nouvelles, suscitées, ces questions nouvelles, par les réponses données à d'autres questions, antérieures ou connexes. Certaines notions ou figures de ce passage en contrebande jouent en cela donc un rôle capital que l'on peut, d'un séquaire à l'autre, d'un complexe question-réponse à l'autre, tracer tout au long de l'histoire des universaux. La fiction et le Bouxer en sont 2 bons exemples, et j'y viendrai dans un instant. Avant cela, je prendrai un autre exemple qui nous permettra de retrouver à la fois l'universel et la fiction dans un contexte où ils sont impérativement requis, eux et leur CQR, leur complexe question-réponse respectifs. Un contexte où ils sont requis impérativement, l'universel et la fiction, pour affronter et résoudre un ensemble de questions
relative à un type d'entité que l'on peut ontologiquement rapprocher à la fois de l'universel et du fictif. Un ensemble de questions où précisément le face-à-face Platon-Aristote éclate, se brise, et laisse pénétrer le troisième larron du débat sur l'universel, à savoir le stoïcisme. Le formulaire porphyrien a fonctionné comme un modèle. 3 questions de Porphyre fonctionnent comme un modèle, comme un outil d'investigation, un schème théorique qui induit la formulation de questionnaires, d'autres questionnaires, au long du temps. Et ces questionnaires-là attestent que l'appréciation que Porphyre portait initialement sur son propre questionnaire, à savoir qu'il allait bien au-delà des limites de la logique et qu'il fallait une science bien plus élevée que la logique pour l'affronter intégralement, eh bien, l'appréciation que Porphyre portait sur son propre questionnaire était pertinente. C'est en effet sur un terrain qui est proprement ontologique et pas logique, et même un terrain théologique, devrait-on dire, qu'on le retrouve à l'œuvre dans la philosophie tardo-antique, dans la philosophie byzantine et dans la philosophie latine. Les trois. Quel est ce problème? Celui de l'existence du mal, qui a été évoqué dans un cours précédent avec la doctrine augustinienne. Vous vous rappelez peut-être, j'avais évoqué la doctrine augustinienne anti-manichéenne du péché, qui ne pouvait pas laisser subsister en face à face comme deux chiens de faïence tragiques, n'est-ce pas, le principe suprême du bien et le principe suprême du mal, le bien absolu et le mal absolu. Si vous renoncez au manichéisme, vous renoncez à l'idée des deux principes et donc à la diarchie du bien et du mal. Il n'y a pas de mal absolu, il y a un bien absolu et pas de mal absolu. On avait donc évoqué la doctrine augustinienne du péché, anti-manichéenne du péché, comme aversio, le fait de se détourner de Dieu et de tomber dans un minus esse, dans un être moindre, un moindre être à mesure qu'on se détournait avec obstination du principe de toute chose, et on avait pu qualifier le péché comme une chute vers le néant, lequel néant est, ce n'est pas du Georges Bataille, lequel néant est l'autre nom de l'impossible, d'une certaine manière. L'impossible néant. Je vous avais dit, on ne touche pas le fond du mal. On ne touche pas le fond du bien, n'est-ce pas? Mais on verra quel sens on peut donner à ces expressions, probablement à la rentrée maintenant, mais enfin à la rentrée de mai. Peu importe. Avec le problème du mal, avec les complexes questions-réponses du mal, je préfère dire les séquères du mal que le problème du mal. Les séquères du mal. Nous retrouvons une dimension capitale de l'archéologie du sujet, qui nous entraîne bien au-delà des clivages disciplinaires, bien au-delà de la logique, fermée sur elle-même, au fondement même où s'articulent ontologie et théologie, métaphysique et anthropologie, au point d'articulation de ces quatre, rien de moins, ontologie, théologie, ontothéologie, métaphysique et anthropologie. Deux couples, ontologie et théologie, métaphysique et anthropologie, deux couples dont les aventures forment la trame de l'histoire de la philosophie du Moyen-Âge à la modernité. Nous y rencontrons, en tout cas dans ces séquères du mal, ces complexes questions-réponses relatifs au mal, les notions, je dirais même le système de notions, de principes, de distinctions, sur l'oubli desquels reposent en partie les comptes rendus et les interprétations modernes de l'histoire du sujet et de la subjectivité. Il y a c'est l'oubli de ces notions qui alimente une certaine historiographie. Cet oubli est pour moi aussi important, en tout cas archéologiquement, et pour l'archéologie du sujet assurément,
que l'oubli de l'être et de la question de l'être pour Heidegger. Ce système de notions est celui de la subsistance, hypostasis, et de l'existence, hyparkein. Subsistance, existence. Hypostasis, hyparxis ou hyparkein. Si on prend les verbes, en prenant les substantifs, hypostasis, hyparxis, subsistance, existence, hyparxis, et les verbes hyparkein, hyphistanai, pour les exister et avoir hypostase ou être en hypostase. On va revenir sur ces termes, rassurez-vous, et tout de suite. Mais bien qu'omniprésent dans la philosophie et la théologie, bien qu'il soit le seul à pouvoir nous laisser voir le lien profond existant dans l'histoire de la pensée européenne entre christologie, théologie trinitaire, psychologie et anthropologie philosophique, je le répète, c'est quand même pas rien, christologie, théologie trinitaire, psychologie et anthropologie philosophique, ce système de notions relatifs à la distinction entre existence et subsistance et existence, ce système est relégué au discours des spécialistes. Il est éplé dans ses constituants, étudiés séparément. Vous trouvez des articles sur l'hyparxis, sur la notion d'hypostase, sans être jamais considéré comme une... pas assez en tout cas, comme une structure et jamais comme un a priori historique, une archive pour le moins énergique, il faut rappeler de l'expression l'énergie de l'archive, car il faut une énergie quasi inépuisable comme celle de ce couple de l'hypostase et de l'existence, de l'exister et de l'être en hypostase ou de l'avoir hypostase. Il faut une énergie quasi inépuisable pour alimenter tant de siècles de travail et d'argumentation. Donc la reprise, la transposition du questionnaire de Porphyre, les 3 questions de Porphyre, sa transposition de l'universel, genre, espèce, au mal, elle est attestée dans un ouvrage grec de Proclus. Alors, vous voyez, là commence l'enquête, non pas policière, mais archéologique. Un ouvrage grec de Proclus, dont l'original est perdu, qui ne nous est parvenu que par une traduction latine de Guillaume de Merbecque à la fin du XIIIe siècle. On a le texte latin de ce texte de Proclus, dont on n'a plus l'original grec. Et ce texte de Proclus nous est arrivé aussi par un abrégé grec rédigé 2 siècles avant la traduction latine, vers 1140 donc, enfin, à peu près 2 siècles. Bon, la traduction latine est de 1280, je ne suis pas très fort en arithmétique, et le texte, l'abrégé grec, est de 1140. Bon, compter mentalement, en tout cas, donc rédigé vers 1140, donc par Isaac Comnène, le Sébastocrator, sous le titre de Perites ton kakon hypostaseos. Alors, le document dont je vous parle, traduit en latin par Guillaume de Merbecque sous le titre de De subsistentia malorum. Oh, excusez-moi, il faut encore que je mette un mot de passe, mon Dieu. J'ai l'impression d'être un agent secret ou un sujet secret, sujet-agent secret. Ce document donc a un intérêt considérable, y compris, si j'ose dire, pédagogiquement, car il annonce pour nous ici et maintenant un phénomène auquel nous serons confrontés de manière croissante à mesure que nous avancerons, car nous avancerons dans notre travail, l'extraordinaire diffusion
du lexique ontologique que j'appellerais omnivore de l'hypostase et de l'hypostasier. Omnivore parce qu'il s'assimile un nombre étonnant de complexes questions-réponses sur la durée longue et qu'il articule une double distinction plus familière aux spécialistes de patristique grecque et aux historiens de la théologie, là encore sur la durée longue, qu'aux philosophes et aux historiens de la philosophie, ce qui est bien dommage. Une distinction entre, d'une part, ceux qui ont une hypostase et ceux qui n'en ont pas, et d'autre part, ceux qui ont une hypostase à eux et ceux qui n'ont d'existence que dépendante, comme on traduit parfois. Ceux qui ont une hypostase et ceux qui n'en ont pas, ceux qui n'ont pas d'hypostase, on les appelle les anupostata. Sans hypostase, ceux qui n'ont pas d'hypostase. Bon. Et puis on a ceux qui ont une hypostase à eux et ceux qui dépendent de l'hypostase d'un autre, qui sont sur un mode latéral, si on peut dire, dont l'existence, du coup, est dépendante d'un autre. Et alors, vous voyez, on est embarrassé parce qu'on dit existence, bon, et le mot grec est en parupostasei, qui dépendent de l'hypostase d'un autre. Alors, ce qui est en question ici, c'est une des notions qui vont jouer un rôle très important dans la déconstruction de la déconstruction que j'ai annoncée dans ma leçon inaugurale comme la visée lointaine de mon enseignement. Cette notion, c'est la parupostasis, la parhypostase. Terme, semble-t-il, introduit par Porphyre et appliqué, semble-t-il, pour la première fois au mâle par un élève de Porphyre, Jamblique, né à Kenechrin en Syrie, un Syrien, mort en 325, Jamblique, un siècle environ donc avant la naissance de Proclus, Proclus qui est né à Constantinople en 412 et mort en 485 à Athènes. Si l'on en croit Simplicius, c'est Jamblique qui a introduit la parupostasis dans la question, le traitement de la question du mal. Vous trouvez cela dans le commentaire très important de Simplicius sur les catégories d'Aristote, dont il existe une traduction anglaise. Jamblique a mis en place de nombreuses et excellentes raisons de considérer, à propos du mal, qu'il consistait dans une parypostase. Alors la traduction anglaise dependent subsistence. Vous voyez. And failure, et un défaut et une défaillance à la fois. Alors on a, et je ne les ai pas toutes recensées, donné toutes les traductions possibles et imaginables de parupostasis, qui existe parallèlement, qui a une existence parallèle, qui a une existence épiphénoménale. Ça, c'est 3 traductions que vous trouvez sous la plume du père Festugière, grand historien de la pensée antique et l'auteur de cette somme indépassable d'histoire de la philosophie qu'est la révélation d'Hermès Trismégiste. Mais bon, on n'est plus capable de faire des livres comme ça aujourd'hui, c'est sûr. Enfin, moi en tout cas. Fausse existence, Maurice de Gandillac,
qui rencontre le terme dans sa traduction du pseudo-Denis. Pseudo-existence, Henri-Dominique Saffray et Westerink dans leurs nombreux travaux sur Proclus. Et enfin, les deux traducteurs anglophones, O'Neill, byproduct, un byproduct, c'est pas mal, byproduct. Subsisting parallel to, qui subsiste parallèlement à. Et puis, Appendant Subsistence de Gaskin, le traducteur de Simplicius, pour la partie indiquée tout à l'heure, à savoir chapitre 9 au chapitre 15 de son commentaire sur les catégories. Alors, la dépendance paripostatique, la paripostasis, elle s'applique à des entités apparemment bien différentes. Et voici les principales. Le temps, le mal ou le mauvais, l'accident, le contre-nature, le relatif et le lieu. Voilà des entités dont le mode d'être est paripostatique. Celui du coucou, c'est la métaphysique du coucou qui ils vont nicher dans l'hypostase d'un autre, n'est-ce pas, pour être. Le temps, le mal, le mauvais, l'accident, le contre-nature, le relatif, le lieu. Alors, je reviens à Proclus. Le texte latin de l'opuscule perdu, traduit en 1280 sous le titre de De Subsistentia Malorum par Guillaume de Merbecke. Il a été édité pour la première fois, ce texte latin, par Victor Cousin, en même temps que deux autres opuscules sur la providence et sur la liberté, dans les années 1820-1864, Cousin, excusez-moi, a beaucoup travaillé sur Proclus, et il a publié les Procli Philosophie Platonici Opera Inedita, les œuvres inédites de Proclus, le philosophe platonicien. Cette traduction latine a été éditée critiquement par Helmut Boese en 1960. On a une édition critique. L'ouvrage grec d'Isaac Comnène, donc qui est le frère, c'est pour ça qu'il s'appelle Sébastocrator, c'est un titre que l'on porte quand on est dans la famille impériale, n'est-ce pas ? Il est le frère de l'empereur Alexis Ier Comnène, 1081-1118. Donc Isaac Comnène, le Sébastocrator, est une adaptation, ici ou là christianisée, donc de l'ouvrage de Proclus, dont le chapitre 4 des noms divins dépend plus ou moins massivement. Je veux dire que les noms divins du pseudo-Denis dépendent de Proclus, n'est-ce pas ? Et on peut s'en rendre compte en comparant le texte d'Isaac Comnène, le Sébastocrator, avec le texte de Denis qu'on a en grec. Alors, je me contente, pour faire saisir le parallèle entre le questionnaire de Porphyre sur les genres et les espèces et celui de Proclus sur la subsistance du mal, de donner la version latine de Merbecke, en indiquant entre crochets les parallèles grecs dans le traité d'Isaac Comnène. La réponse fondamentale au questionnaire, vers laquelle tout converge, étant que le mal n'a pas d'hypostase, ou plutôt qu'il n'a pas d'hypostase propre, mais qu'il est le parasite du bien. Il parasite l'hypostase du bon, si vous voulez. Vous avez le latin, sive igitur est, esti, sive non malum, primo considerandum. Et si est, kai ei esti, utrum in intellectualibus, alors en grec entois noetois, qui correspond chez Porphyre à en monais psilais epinoiais. Donc vous voyez que les intellectualia sont là, si je puis dire, les intelligibles, et qui se sont substitués à la psilé epinoia. Utrum in intellectualibus est aut non, et si est in sensibilibus, et s'il est dans les sensibles, entois aist etois,
utrum secundum causam principalem consistit, ufesteken, aut non, et si non, utrum substantiam aliquam, alors le grec c'est ousia, ousian, ipsi dandum, est-ce qu'il faut lui donner une certaine ousia, aut penitus in substantiale ipsius esse ponendum, ou bien est-ce qu'il est in substantiale, anousion en grec. Et si est hoc, commodo subsistit, alors commodo, pos en grec. Alors là, ça sonne, si je puis dire. Comment hein? Principio altero ente et unde incipit et usque quo procedit. Voilà donc la traduction de la traduction latine. Ce qu'il faut premièrement examiner, c'est si le mal est ou non, et dans l'affirmative, s'il est dans les intelligibles ou non, et s'il est seulement dans les sensibles, si c'est selon une cause principale ou non, et sinon, s'il faut lui attribuer quelque substance, ou s'il faut tenir son être pour totalement insubstantiel, et dans le premier cas, comment il existe si le principe est autre, c'est-à-dire s'il a un autre principe que celui qui serait le sien, s'il avait le sien propre, si son principe est le principe d'un autre, vous voyez, enfin, bon, bref, c'est compliqué. Et d'où il tire son origine et jusqu'où il procède. Ceci est la traduction. Par moments, j'ai l'impression de devenir un peu fou, qui est due à M. Isaac, pour Budet. Donc, la traduction de Guillaume de Merbeck par M. Isaac, qui utilise des fragments grecs d'Isaac, le Sébastocrator, ça fait beaucoup d'Isaac, on avait 6 ou 7 David, tous arméniens, nos Isaac deviennent, on en sacrifierait bien un, mais enfin pas le traducteur, l'excellent traducteur de Budet quand même, le pauvre quand même, il n'a rien fait de mal, l'autre non plus d'ailleurs. Alors, je laisse de côté l'extraordinaire transformation de en monais psilais epinoiais en en tois noetois. Bon, et notons simplement que être totalement insubstantiel, c'est être sans ousia, anousion. Thomas d'Aquin dira non esse in aliqua essentia in rebus. Non esse in aliqua essentia in rebus. Voilà comment traduire anousion. Ne pas être dans aliqua essentia, comment on va traduire ça? Enfin, c'est dans les choses, n'est-ce pas? Essence me paraît difficile de traduire autrement. Non, pas substance, mais bon. Enfin, dans la Summa contra gentiles, exister par hypostatiquement, c'est être sans hypostase propre, c'est être par hypostaton. Alors, par-delà les siècles, les idiomes, les uns s'étant lus, certains auteurs se sont lus mutuellement, les autres pas du tout. Augustin, Proclus, Denis, le pseudo-aréopagite, et Isaac, le Sébastocrator, se rejoignent pour dire que le mal est un parasite du bien. Ne pas avoir d'existence et ou d'hypostase propre. Voilà une indécision terminologique importante pour l'histoire du sujet et de la subjectivité. Ne pas avoir d'existence ou ne pas avoir d'hypostase propre. Et les deux termes sont tellement liés, si vous voulez, qu'arriver à penser leurs différences, véritablement, c'est un des problèmes de la philosophie. Nous n'en avons pas fini, donc, ayant noté cette indécision terminologique importante, avec le mal. Nous n'en avons pas fini avec le non-existant. Nous n'en avons pas fini, il ne suffit pas de dire ce que je viens de dire, avec le paripostatique. Nous n'en avons pas fini avec le parallèle entre la question des universaux et celle du mal, ni avec le parallèle entre la question du statut des universaux et celle du statut des fictions, tel que le Bouxer, le Traguet-la-Fosse évoqué la semaine passée. Donc j'y reviens à ce Traguet-la-Fosse, à celui que j'ai appelé le personnage théorique central en cette affaire.
Pour opérer le virage nécessaire, nous devons voir pourquoi l'universel, le mal et la fiction peuvent et doivent se rencontrer sur notre table de travail. Le mal, l'universel et la fiction, autrement que comme une célèbre rencontre, celle fortuite, n'est-ce pas, sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. C'est peut-être ce que vous vous dites en ce moment. Bon, alors, un texte du deuxième livre du commentaire d'Origène sur l'évangile de Jean va nous servir ici de guide. Avant d'examiner, il faut noter un point important qui est décisif pour la compréhension du phénomène textuel et conceptuel sur lequel le texte d'Origène va apporter un vif éclairage. La première question du questionnaire de Porphyre offre une alternative pour le moins singulière. Tout d'abord, concernant les genres et les espèces, la question de savoir s'ils existent ou bien s'ils ne consistent que dans de purs concepts. Il y a là matière à deux questions distinctes. Une première question pourrait être la question de savoir s'ils existent ou bien s'ils n'existent pas. Autrement dit, s'ils sont des êtres en un sens quelconque ou d'aucune façon des êtres. Deuxième question possible, qui s'accroche à concept cette fois, est s'ils consistent dans des concepts ou dans de purs concepts. Autrement dit, si ce sont des concepts véritables ou bien des concepts vides. Voilà les deux questions possibles. Porphyre emprunte aux deux. Porphyre prend la première branche de son alternative dans la première partie de la question 1, s'ils existent. Et la deuxième branche de son alternative, il la prend dans la deuxième partie de Q2, si ce sont de purs concepts. Ce qui fait que l'on a un chiasme. Première partie de Q1, deuxième partie de Q2. Concernant les genres et les espèces, la question de savoir s'ils existent égale partie 1 de Q1 ou ne sont que de purs concepts égale partie 2 de Q2. Autrement dit, des êtres véritables ou des concepts vides. Des êtres véritables ou des concepts vides. Alors, de façon assez étonnante, en suivant le report du triangle d'Aristote sur le scopos de l'Isagogé, on s'attendrait à les universaux sont-ils des choses ou des concepts? Eh bien, non. Ce qui est en question ici, ce ne sont pas les choses et les concepts, mais les vraies choses, les êtres, les vrais êtres, et les faux concepts, les concepts vides. Donc, le trio mot, concept, chose est présent ici, mais sous la forme du duo concept-chose. Le duo concept-chose, pas à l'état neutre. Ce qui est opposé, ce ne sont pas les choses et les concepts. Disons l'idée platonicienne au concept aristotélicien abstrait. Ce qui est opposé ici, c'est les vraies choses, les vrais êtres, et les faux concepts, les concepts vides. Donc il y a une sorte de chiasme ici, qui est justifié par le fait évidemment qu'un vrai concept est le concept d'une vraie chose. Mais on peut aussi y voir une inconsistance. Par cette inconsistance réelle ou apparente, Porphyre ouvre en fait la porte à une confrontation avec le stoïcisme, que nous ne percevons pas si nous ignorons tout de l'ontologie stoïcienne, que les médiévaux latins n'ont eux-mêmes que très inégalement perçu, selon leur niveau, assurément variable, leur niveau d'information, assurément variable, les sources qui leur étaient accessibles et les corpus qui étaient disponibles
en latin. La même remarque vaudrait évidemment pour la deuxième question concernant les incorporels. Si vous n'avez lu ni les stoïciens, ni leur adversaire aristotélicien, Alexandre d'Aphrodise, vous n'avez pas une idée exacte de l'affrontement subtil, malin, que Porphyre construit en sous-main. Cousin orchestre un débat entre réalistes, conceptualistes et nominalistes. Vous vous rappelez cela. Le vrai débat, le débat caché, comme la figure dans le tapis, est celui d'Aristote, de Platon et de la Stoa. Des néo-aristotéliciens, comme Alexandre, contre les platoniciens et les stoïciens. Des néo-platoniciens, fils d'Aristote et de Platon, contre les stoïciens, fils de personne. Donc vous voyez, c'est très subtil, c'est très étagé, c'est très feuilleté. Si nous lisons le questionnaire de Porphyre comme ça, nous l'ignorons. Mais les médiévaux l'ignoraient. Plus ou moins. Car c'est la grande leçon, et c'est sur cette parole d'optimisme que je vous lâcherai pour ce mois. Mais quand même, non sans avoir dit autre chose avant, oui, plutôt après. Bon, cette parole d'optimisme, la voilà, nous savons toujours plus de choses que nous ne le pensons. C'est le cas au début du XIXe siècle de Joseph-Marie de Gérandeau, 1772-1842, un personnage très fascinant, enfin je trouve, philosophe, certes, et philanthrope. C'est un des pères de la philanthropie, et c'est aussi un des pères de l'anthropologie française. C'est ce qu'on appelle un idéologue, au sens d'études de Tracy, etc. Aussi. C'est un sémioticien. C'est l'auteur d'un mémoire sur l'influence des signes dans la génération des idées, primé par l'Institut en 1799. Mais surtout, c'est l'auteur d'une histoire, excusez-moi, je m'en étouffe, d'une histoire comparée, c'est tellement ce qu'on rêverait de faire, n'est-ce pas? Une histoire comparée des systèmes de philosophie relativement aux principes des connaissances humaines. Bon, on voudrait faire ça. Histoire comparée des systèmes de philosophie relativement aux principes des connaissances humaines, publié en 1803, où il retrouve, dans la grande discussion entre les réalistes et les nominaux, les nouvelles figures, dit-il, prises par les philosophies de Platon, d'Aristote et de Zénon. On ne l'attendait pas, celui-là. Zénon. Et pour finir, le débat entre réalisme, nominalisme et conceptualisme. Alors voilà un son de cloche. Les cloches, ceux qui seront bientôt de retour, écoutons-les sonner. Rien n'est plus injuste que le mépris avec lequel nous traitons aujourd'hui cette grande discussion entre les réalistes et les nominaux que Rousselin, alors Rousselin c'est Rosselin de Compiègne, hein, le supposé premier maître d'Abélard, que Rousselin fit éclore. Si nous remontons à son origine, nous la voyons se rattacher aux plus célèbres doctrines de l'Antiquité. Platon, Aristote et Zénon s'étaient partagés sur le caractère des notions générales ou espèces. Le premier, alors, Platon, leur avait assigné une existence antérieure et surnaturelle dans le sein de Dieu même, où il les faisait résider comme les types des choses. Le second, leur accordant une existence réelle et physique, avait cependant restreint cette existence à la matière même, c'est-à-dire aux individus avec lesquels il les supposait unis de tout temps. Seulement, il concevait que certaines images propres à les représenter se détachaient des individus et venaient les retracer dans l'esprit. Ressemblance, causalité, vous vous souvenez ?
Le troisième, enfin, n'avait attribué aux notions générales d'autre existence que dans l'esprit même qui les conçoit par comparaison et qui leur impose des signes. Platon, Aristote, Zénon. De là, alors là, des phrases comme de là, les idées éternelles de Platon, de là, l'union de la matière et de la forme d'Aristote, de là, la maxime des stoïciens, nihil est in intellectu, quin prius fuerit in sensu. De Gérando ignore le questionnaire de Porphyre. Il ne le connaît apparemment que par une citation de Pierre de la Ramée expédiée en notes. L'isagogé semble avoir disparu de l'horizon. Il met le problème de l'origine des idées à la place centrale, et non pas expressément, comme Plutarque Cousin, la critique des idées de Platon, quoique je reviendrai là-dessus dans 15 jours, dans un mois. Idéologue, influencé à la fois par Kant et par Dugald Stewart, l'école allemande et l'école écossaise, il critique Condillac, qui n'a pas vu l'intérêt de la discussion entre nominaux et réalistes. Si nous examinons, dit-il, cette question en elle-même, nous verrons qu'elle n'est réellement autre chose que la question fondamentale de la génération des idées. Donc ce n'est pas le problème du statut des idées de Platon, le problème de Cousin, c'est le problème de la génération des idées, qu'elle renferme en entier. C'est un intéressant problème. C'est en effet sur le caractère et l'origine des notions générales que s'élèvent toutes les difficultés dont ce problème est entouré. Chose remarquable pour nous, il expose la question à l'aide du modèle d'Ammonius, scolastique, des trois états de l'universel, et il le fait en associant à la position stoïcienne la thèse issue de la troisième question de Porphyre. Ainsi, Platon répond de l'universel anterem, Aristote de l'universel in re, Zénon de l'universel post-rem. On demandait si les universaux, c'est ça la querelle des universaux, les notions les plus générales existaient avant la chose, dans la chose ou après la chose, c'est-à-dire s'ils avaient, comme l'avait avancé Platon, une existence métaphysique, absolue, indépendante des individus, ou, selon l'opinion d'Aristote, une existence simplement physique, résidant dans les individus, comme leur forme naturelle. Ou enfin, selon la pensée des stoïciens, une existence seulement logique que l'esprit leur prête en les déduisant des impressions sensibles. Le concordisme médiéval vu par De Gérando n'est pas celui d'Alexandrie. S'il cherche la concorde, c'est pour concilier Platon et Zénon grâce à Aristote. Le concordisme médiéval vu par De Gérando. Au Moyen-Âge, en tout cas, les trois philosophes se retrouvent, trois systèmes s'affrontent, distribués sur ou entre les deux parties contraires du réalisme et du nominalisme. C'est chez les nominaux qu'il faut chercher les conceptualistes, dit De Gérando, disciples à distance de Zénon et des stoïciens. Il y a trois variétés de nominalistes. La première est celle de Rousselin, ce qu'on appelle aujourd'hui les vocales, qui réduisent tout à de simples flatus vocis, menés donc par Rousselin de Compiègne. La deuxième classe de nominaux, c'est celle d'Abélard. La troisième est celle des conceptualistes. De Gérando n'a pas lu les textes, il ignore beaucoup de choses, mais en un sens, il tombe juste, il rapatrie à distance la stoa dans le questionnaire, sans le questionnaire. Bonnes vacances.